se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle comparaison et on va vous parler de La Ville sans vent, le tome 2 de Éléonore de Villepoix. Le tome 1 est un des sélectionnés du PLIB pour l'année 2021, on l'a déjà lu, je vous en ai fait une vidéo puis on va très rapidement passer sur ce qu'on en a pensé toutes les deux au début de cette vidéo et puis ensuite on enchaînera sur le tome 2. La Ville sans vent, c'est un univers très particulier et en particulier dans le tome 1 puisque c'est un peu un huis clos au sens où on va suivre des personnages qui évoluent dans une ville qui est sous globe. Moi je me l'imagine un peu, vous savez, comme les boules à neige. C'est vraiment comme ça que ça m'a marqué. Une ville sous globe et tout en étage. C'est-à-dire qu'elle se développe vers le haut et qu'on va des quartiers les plus pauvres qui sont tout en bas aux quartiers les plus riches où vivent l'élite de la ville et les dirigeants qui sont les magiciens tout en haut au 7e étage. On va suivre en particulier deux personnages. Le premier est un jeune homme qui termine ses études de mage et qui devient magicien et ministre suite à la mort de son mentor et il s'appelle Lastagnax et il a je sais pas 17-18 ans je crois. Et on va suivre également Arca, une jeune fille d'une douzaine d'années je crois, qui arrive dans l'Hyperborée. C'est très mystérieux autour d'Arca dans ce premier tome et en fait justement l'idée ça va être de découvrir qui elle est, d'où elle vient. Elle est à la recherche de son père et donc on va découvrir tout ça avec elle. De mon côté, le tome 1 ça a été, ouais je pense presque un coup de cœur. J'ai rarement lu de la jeunesse qui est à un tel niveau en fait, tant au niveau de la plume qu'au niveau des personnages que j'ai beaucoup aimé. C'était un chat bombe que j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé très réaliste au niveau de leur âge, ce qui n'est pas toujours le cas quand on traite de romans jeunesse ou young adulte, mais là je les ai trouvés vraiment proches de leur âge. J'ai bien aimé la façon dont était ficelée l'intrigue. J'ai trouvé que surtout dans le tome 1, un peu moins dans le tome 2 mais on y reviendra, il y a plusieurs fils d'intrigue qui se mêlent et qui sont là aussi assez intéressantes pour un roman jeunesse. Donc vraiment c'est du très bon jeunesse de mon point de vue, c'est un très high level. Et bon, si vous n'avez pas encore voté pour le PLIB ou si vous ne l'avez pas encore lu, je vous le conseille à 100%. Je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Mélie, à part que pour moi le tome 1 ne fut pas un coup de cœur. Ce qui s'approche le plus d'un coup de cœur, c'est plutôt le tome 2 par rapport à son rythme, mais ça on y reviendra plus tard. Je suis entièrement d'accord avec tout ce qu'il a dit pour le tome 1. Pour de la jeunesse, c'est vraiment excellent, c'est très complexe. La plume, et pour moi la plume, ça n'est pas forcément une plume de jeunesse. Elle est vraiment recherchée, elle est bien faite, travaillée. Et l'univers est vraiment très complexe. Les personnages aussi, ils ont un passé, ils ont vraiment plein de facettes différentes. Et ça c'est pour tous les personnages, c'est vraiment très intéressant et c'est clair que pour de la jeunesse ça change de d'habitude. Quand tu as parlé des personnages, je trouve qu'il y a aussi une véritable recherche au niveau des liens qui les unissent. Rien n'est trop facile, rien ne va trop vite. Il n'y a pas de la il n'y a pas du gnangnan. Non, et ça c'est franchement beau. Je trouve qu'il y a vraiment un travail là-dessus au niveau des relations filiales, au niveau des relations maître-élève, au niveau des relations amoureuses, si tant est qu'il y en ait, ce qui n'est pas vraiment le cas dans le tome 1. Enfin, voilà, c'est vraiment juste bien dosé je trouve. Il y a certains, moi j'ai un peu, alors est-ce que j'ai rigolé, je ne me souviens plus, mais en tout cas j'ai beaucoup souri à la lecture du tome 1 parce qu'il y a une façon d'aborder certains personnages, de les présenter, de la façon dont ils parlent qui amène un petit peu d'humour. Bref, pour moi c'est dosage parfait en tout point de vue et vraiment un très bon roman. Par rapport aux personnages, ce que j'ai préféré dans le tome 2, c'est je trouvais que c'était mieux dosé, c'était plus équilibré. Parce qu'en fait dans le tome 1 on alterne beaucoup entre Lastagnax et Arca et ça peut devenir un petit peu agaçant. Enfin, disons que moi j'étais pas particulièrement attachée aux personnages, je les aimais bien, j'aimais bien les découvrir et les suivre, mais voilà, j'avais pas trop d'attachement, ce qui fait que ma lecture était un peu plus lente dans le tome 1, alors que dans le tome 2, on n'est pas que autour de Arca et Lastagnax. Ils reviennent parce qu'ils étaient très présents dans le tome 1, mais il y a d'autres personnages qui sont travaillés, développés. Et voilà, j'étais plus dans ma lecture. Bien évidemment il y a un rythme un peu plus accéléré vu que c'est un tome 2, c'est la suite, on a déjà présenté l'univers, il n'y a plus qu'à avancer dans l'histoire et à conclure. Je suis entièrement d'accord avec Mélo par rapport au personnage, je trouve que le dosage est encore meilleur puisqu'il y a beaucoup plus d'interventions d'autres personnages dans ces mêmes alternances de chapitres. Ça laisse beaucoup plus de place notamment à un personnage féminin qu'on a assez peu vu dans le premier tome et qui amène pourtant tout l'aspect féminisme de ce roman. Et il s'agit de Pyrrha,
donc qui était camarade de classe de l'Astyanax, excellente élève, la seule femme mage qui est arrivée jusque là, et surtout qui cherche à vraiment, enfin qui prône le féminisme, et ça j'ai trouvé ça top comme personnage, et surtout c'est amené encore une fois tout en délicatesse et en douceur et pas avec ses gros sabots. Donc voilà, au niveau des personnages on rajoute au moins celui-là et davantage encore, et ça ne fait qu'ajouter du mieux à ce roman. Et du coup, en parlant de féminisme, il y a beaucoup de choses importantes abordées dans ce roman, mais abordées d'une manière très bien expliquée, abordées sans qu'au final on s'en rende compte d'un coup, c'est vraiment petit à petit, bien expliqué. Et il y a aussi d'autres notions, surtout beaucoup de politique. J'ai vraiment beaucoup aimé faire le parallèle avec comment ça fonctionne dans ce monde-là et comment ça fonctionne dans le nôtre. Tous les lecteurs ne comprendront pas forcément, les plus jeunes notamment, quoique. En tout cas ils comprendront le fonctionnement. Après est-ce qu'ils feront le parallèle avec ce qui se passe dans notre monde? Pas forcément, mais voilà, j'ai trouvé que c'était une bonne façon d'expliquer comment la politique fonctionne à des lecteurs jeunes ou moins jeunes. Effectivement, je trouve qu'en termes de sujets abordés, là aussi c'est plus engagé, c'est là aussi amené avec subtilité, mais quand on est un lecteur averti et qu'on suit la politique, un peu, enfin voilà, un peu ce qui se passe dans notre monde d'aujourd'hui quoi, forcément on voit ces parallèles là et on se dit waouh, ça c'est super bien amené pour qu'un public jeune comprenne l'injustice qu'il y a derrière ça. On parle notamment de communautarisme, on parle d'immigration, on parle du coup d'immigration de guerre, de protégés politiques. Et il y a aussi, et ça je pense que c'est le thème qui m'a le plus étonnée, mais bon, il y a aussi du harcèlement de rue. Et j'ai trouvé ça top. En plus de ce meilleur équilibrage entre les personnages et d'un rythme un petit peu plus dynamique, on voyage nettement plus dans ce tome 2, on sort un peu d'Hyperborée, donc de cette cloche de verre, et on découvre d'autres contrées qu'on avait vaguement aperçues dans le tome 1, mais là on y va pour de vrai et ça rend vraiment le récit encore plus intéressant, l'univers encore plus riche. Il était déjà très riche et très complexe, mais voilà, là il est juste parfait. On nous présente d'autres cultures qu'on a vues effectivement uniquement sous le prisme des Hyperboréens, mais on découvre de l'intérieur Napoca, on découvre la forêt des Amazones et donc leurs différentes cultures, leurs différentes façons de voir les choses. J'ai trouvé ça assez bien amené aussi, toute la vision sur le matriarcat des Amazones, parce que c'est pas la société idéale au sens où on pourrait se le dire voilà ça y est les femmes sont au pouvoir donc c'est parfait. Non, pas du tout en fait, il y a vraiment là aussi plusieurs colorations intéressantes. Je suis entièrement d'accord, c'est la réflexion que je me suis faite à la fin quand justement on comparait un peu les différentes façons de fonctionner, donc que ce soit la façon d'Hyperborée avec une personne au pouvoir, que ce soit la façon de fonctionner avec les Amazones, et aussi une nouvelle façon de fonctionner qui est apportée au milieu et la fin du tome 2 dans Hyperborée. J'ai vraiment apprécié cette comparaison des trois et le fait qu'en fait il n'y a pas de solution, il n'y en a aucune qui est meilleure que l'autre. Voilà, chacun a ses défauts à régler. Je voulais refaire une petite passe sur les personnages parce que ils ont aussi énormément grandi entre le tome 1 et le tome 2. En fait, on passe un jeune homme qui représente la loi, mine de rien, à une bande de hors-la-loi, à des rebelles. Bon, alors de la part d'Arca, c'est pas si étonnant que ça, mais de la part de l'Astyanax, un petit peu plus. Et j'ai beaucoup aimé le personnage méchant. Ce qui est génial dans ce roman, c'est qu'il n'y a pas des gentils et des méchants. Contrairement à beaucoup de romans jeunesse, on n'est pas dans ce manichéisme. Au contraire, en fait, chaque personnage a un passé qui est beaucoup plus enrichi dans ce tome-ci que dans le tome précédent, et qui aide d'ailleurs à comprendre leurs différentes relations, et surtout qui aide à colorer le méchant autre qu'en tout noir. Ce fameux méchant, on comprend son passé, on comprend comment il en est arrivé là, et on sait pourquoi il agit. Et c'est pas une raison juste je veux être méchant, je veux diriger tout le monde, non pas du tout. Et là encore une fois je trouve que c'est vraiment un coup de maître pour présenter un méchant dans un univers jeunesse. Dans ce type d'intrigue c'était vraiment très bien fait. Bon il y en a quand même un ou deux qui sont un peu méchants pour être méchants, ce que j'apprécie pas forcément. Mais en tout cas pour les autres on a évité cette passe là. On est vraiment face à un tome que j'ai trouvé aussi beaucoup plus sombre. On est peut-être sur une intrigue un peu moins complexe au sens où il y a moins de plans différents qui se rejoignent à la fin. Là je trouve que c'est peut-être un petit peu plus linéaire. Attention, le rythme est quand même excellent. J'ai l'impression que dans ce
petits trucs, il s'est passé énormément de choses différentes avec les différents personnages. Donc ça c'est top. Et puis bah tenez, hein, tant qu'à faire, la couverture est juste sublime, hein, voilà, moi j'ai adoré les deux. Alors je préfère peut-être la première, mais le travail éditorial est magique. Voilà, on a dit tout ce qu'on avait à dire sur cette magnifique saga. Si vous ne l'avez pas lu, on vous encourage vraiment à y aller parce que c'est un excellent jeunesse qui présente un univers de fantasy complexe et à la fois engagé, qui passe des messages très doucement et avec beaucoup de subtilité et de connaissances. Personnellement, je compte le faire aller le plus loin possible dans le plib. J'espère qu'il ira parce qu'il le mérite. Pareil que Mélo, j'ai voté pour lui pour qu'il soit dans les sélectionnés, je voterai pour lui pour qu'il soit dans les finalistes. À n'en pas douter, c'est d'excellente qualité. Jetez-vous dessus, lisez-le, faites-vous votre propre avis, mais il est magnifique. Comme d'habitude, venez nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce que ça vous a donné envie de lire ce roman, enfin ces romans, du coup c'est une duologie, ça va vite, vous n'avez pas l'excuse. Si on vous a donné envie de le lire, quand est-ce que vous comptez enfin le sortir de votre palle? Dites-nous tout en commentaire, et puis en attendant une prochaine vidéo, on vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures.